On commence cette édition avec les interviews de l'IA, avec 3 acteurs qui font l'actualité dans le domaine de l'IA. Autour de la table, donc, Régis Josso. Bonjour Régis. Vous Bonjour. êtes président du groupe DRI et vous nous dites, vous nous rappelez même, j'ai envie de dire, qu'en matière d'hébergement de données d'IA, il existe des alternatives aux géants pour garder le contrôle sur Tout à nos fait. données. Nicolas Turpot est également avec nous, fondateur de Soned, si je dis Bonjour. bien. C'est ça. Bon, parfait. Vous développez, vous, un nouveau standard pour les objets connectés afin qu'ils comprennent les sons. Vous allez nous expliquer cela. Il y a des applications très concrètes dans le domaine de la téléassistance. Mais on commence avec vous, Pierre Gibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Sator, qui est une start-up française créée il y a 3 ans, qui produit des masterclass avec des vidéos très longues, de 9 à 10 heures, qui sont structurées en épisodes de 30 minutes, avec à chaque fois des experts de premier plan qui vont adresser des grands enjeux de société. Alors, votre actualité, je voulais qu'on en montre un extrait, c'est le lancement d'Anima Mundi avec Carl Gustav Jung en guest star, j'ai envie de dire ressuscité. Première donc masterclass au monde où un grand penseur est comme ça rappelé à la vie, à l'écran, grâce au comédien François Morel et puis surtout à l'intelligence artificielle, je précise. Regardez. Avec les prouesses technologiques, me voici portant les traits de ce cher Carl Jung. Parfois, j'apparaîtrai pour vous livrer des références contemporaines et vous partager comment sa pensée prend vie aujourd'hui. Ces mots, traversant le temps, trouvent écho dans notre époque. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que votre monde vacille par perte de sens. Votre époque appelle à une réconciliation avec l'âme. Alors Pierre, parlez-nous de ce projet. C'est un projet qui est effectivement une première mondiale dans le sens où on n'a jamais eu combiné une ambition éditoriale aussi importante, c'est un cours de 10 heures avec Carl Jung, et une ambition technologique aussi importante. Ceux qui ont essayé, c'est la BBC. Ils ont fait revivre Agatha Christie pour 2 heures et demie seulement, entre guillemets. Donc là, l'idée, c'est qu'on aille beaucoup plus loin avec notre savoir-faire éditorial. Sator, nous, on sait surtout préparer et faire des contenus pédagogiques longs, etc. Et Donc là, pour vous, là, sur ce projet, le gros défi, c'était vraiment le travail sur l'intelligence artificielle. alors, on avait 2 gros défis. Déjà, condenser l'œuvre de Jung, qui est un continent, en 10 heures, très pédago, etc. Bon, et en faire quelque chose de très incarnable, par François Morel, qui, bon, un talent fou, donc ça n'a pas été le principal challenge, il est vrai. Et ensuite, une fois qu'on a François Morel, qu'on capte en fond vert, etc., on vient le rhabiller avec une IA pour lui mettre, lui coller les traits et la voix de Carl Jung. Et effectivement, ça, c'est un gros défi parce que les IA aujourd'hui, elles savent bien produire des choses assez courtes, mais quand on passe sur du temps long, là, ça mouline, hein. Donc on est en phase exploratoire de tout ça. Enfin, on a trouvé nos systèmes. Donc là aussi, effectivement, c'est assez inédit. Et qu'est-ce qu'il a dû faire, François Morel, de spécifique pour se prêter à ce jeu-là? Alors rien de spécifique pour lui, parce que bon, quand on a son talent et sa carrière, tout est assez facile. Nous, on a rédigé des scripts intégrales avec une équipe d'experts, de la pensée de Jung, relus par des Oui, il a fallu thérapeutes, numériser etc. son visage. Oui, alors lui n'avait entre guillemets qu'à incarner ce texte sur prompteur, sur fond vert, et nous, sans forcément lui mettre de capteur ou quoi que ce soit, avec un certain type d'IA, l'IA détecte les traits, les mouvements, etc., et reproduit ça fidèlement, parce que vous voulez le meilleur du jeu de l'acteur, reproduit ça fidèlement, enfin voilà, avec une interface numérique, on a un avatar qu'on a Il créé. y a eu une captation tout à fait classique, en Ouais, fait, pour François Morel, c'est ça. sans dispositif particulier. C'est vraiment un traitement logiciel qui a été appliqué par la suite. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui permet aussi de produire efficacement à moindre coût, parce qu'on n'a pas des budgets du cinéma, mais c'est aussi ce que permet les nouvelles technologies. Et quand vous dites que ça demande énormément de puissance de calcul, j'imagine, vous avez utilisé une infrastructure spécifique? Non, pas spécialement. En fait, ça demande pas tant de puissance de calcul que ça, dans le sens où ça n'est pas connecté au cloud, enfin au web. Enfin, c'est pas une IA générative qui va piocher sur des data centers, etc. Là, c'est plutôt un logiciel qui a été entraîné par IA et qui mouline en local, entre guillemets. Donc, c'est pas ça le. Mais Voilà. c'est quoi comme type de logiciel? Vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément? Oui, alors on passe par une technologie qui a été produite par Runway, fait une nouvelle feature,
mais on n'est pas sûr de garder celle-là jusqu'au bout, parce que ça évolue très très vite dans le domaine. Donc c'est pour ça que je voulais pas forcément en parler. D'accord. Et puis il y a des nouveaux outils qui sortent assez régulièrement. Donc, nous, l'enjeu, c'est d'être aussi toujours en pointe de cette veille-là, parce que bon, c'est un Et comment outil intervient l'intelligence artificielle? Juste pour comprendre sur le principe comment ça fonctionne. bah, c'est Parce alors, que c'est une IA générative, elle reconstitue le visage de Jung ou... disons que nous, on fait digérer à l'IA différentes images de Jung qu'on a reconstituées. On entraîne jusqu'à avoir un avatar voilà, réaliste, etc. Et on applique cet avatar sur la captation vidéo, sur le comédien. Donc l'IA détecte ce qui tient du visage, etc. Les mouvements, en fait, c'est Voilà, les mouvements, mais ce qui n'est pas solidaire du personnage, le fond, etc. On a aussi reproduit le fond, le bureau de Jung, etc. Et donc voilà comment fonctionne cet ça. outil-là. Et ça fait la différence, vous pensez, pour les spectateurs? Enfin, dans bah, une ça, masterclass incarnée à la fois par un acteur et par une personnalité avatarisée. ça fait, nous, c'était évidemment un challenge. Je veux dire, on aurait pu faire un cours sur Jung avec un expert de Jung, mais ça n'aurait pas eu cette puissance. Vous auriez pu déguiser François Morel, hein, il fait ça très très bien aussi. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a une petite différence physique aussi, mais non. Puis on était curieux d'entreprendre ça parce que en fait, si on réussit avec Jung derrière, il y a beaucoup d'autres personnages historiques qu'on aimerait ramener à la vie parce qu'ils ont des trucs à nous dire pour nous sortir de la panade actuelle. Ah oui. Donc c'est une logique de collection. Voilà, c'est cette collection Anima Mundi. Jung, c'est le premier. Voilà. Mais ensuite, on va lancer d'autres personnages historiques. On a déjà les noms. Il y aura Hildegard de Bingen, il y aura Nicolas Tesla, Hannah Arendt, Marc Aurèle, parce que ces gens-là sont très importants. Et nous, notre métier chez Sator, c'est de faire parler les gens très importants, qu'ils soient vivants ou passés, du coup. Vous avez des questions sur ce projet? Vous en aviez entendu parler déjà un petit peu, peut-être? Moi, jamais entendu parler. Je viens d'un labo de recherche qui travaille justement pour faire les avatars à l'INRIA à Nancy. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc je vois très bien la technologie qu'il y a derrière. Et c'est assez bluffant. Enfin, en réalité, c'est cool de voir des applications qui soient aussi utiles pour la société, parce que là, au final, on est vraiment en train d'évangéliser des connaissances, la culture sur des prochaines générations. Donc, c'est cool de pouvoir réutiliser la tête des personnes qui ont vraiment fait les choses et pas juste paraphraser. Donc, non, franchement, C'est vrai bravo. que du coup, ça devient beaucoup plus grand public, beaucoup plus accessible, en fait, jouer comme ça. Je précise un petit truc au passage, c'est que nous, bon, il y a des enjeux éthiques hein, quand vous avez un projet comme ça, qui n'est... Enfin, nous, voilà, on assume de réincarner Jung, entre guillemets, mais dans l'épisode de 30 minutes avec François Morel, il y a des moments où on voit François Morel apparaître en tant que François Morel pour mettre Jung en perspective avec les derniers travaux de recherche publiés en sciences comportementales, etc. Donc, et quand Jung sort de son temps, de son espace-temps, c'est François Morel. Voilà, on ne veut pas prêter à Jung des propos qui n'étaient pas de lui. C'est-à-dire que le script de Jung, c'est essentiellement du travail sur la base de ses bouquins qu'on a isolés, etc., reformulés, mais on essaye d'être vraiment fidèle à la pensée du personnage. On ne se serait pas permis de deepfaker. Voilà, c'est pas du tout notre logique. De fantasmer ce qu'il aurait pu penser de la société d'aujourd'hui. Ça, non, vous ne vous autorisez pas ce genre de mise en perspective? On se l'autorise, mais pas avec son visage, Pas avec son visage. François Morel. Oui, d'accord. Voilà. Régis Josso, vous êtes le président du groupe DRI, je le disais, hébergeur, infogéreur web français, convaincu donc qu'on a des alternatives à mettre en avant, à valoriser, et on est bien content que vous soyez là pour le rappeler, pour le répéter. DRI, c'est l'acronyme de Digital Rural Informatique, j'ai vu. Tout à fait. Ça veut dire beaucoup, ça, dans votre Ça veut dire position? beaucoup, Ouais. parce qu'on était un petit peu précurseur par rapport à toute cette période green. C'est-à-dire qu'en 2001, avec l'émergence des réseaux sur le territoire, on a voulu éviter de prendre la voiture et de commencer le télétravail, déjà pour nos équipes, et de pouvoir avoir un confort de vie beaucoup plus agréable. Donc là, on était en amont aussi sur la partie RSE, de donner, on va dire, du travail à des personnes qui ont peu de mobilité, par exemple, ou pas de mobilité pour des raisons familiales, pour des raisons de santé, et déjà de pouvoir avoir une activité rémunérante. Ok. L'entreprise a été créée au Mans. Aujourd'hui, le siège est Tout à à fait. Nantes. Donc, vous êtes vraiment fait. inscrit dans la localité. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on pense, comme je viens de l'entendre, justement, qu'on a beaucoup d'acteurs, on va dire, français, innovants, qui ont plein de choses à dire, sans pour autant aller chercher à l'étranger.
Ouais. Même s'il y a des choses intéressantes à l'étranger. Mais le fait de ne pas être aussi en Île-de-France, d'être dans une collectivité, une agglomération. Alors Nantes, c'est une grosse agglomération quand même. C'est une belle C'est agglomération, parce oui. que ça fait partie de vos premiers clients, c'est que vous vous adressez? On a un historique qui a commencé avec DRI autour de l'hébergement associatif et autour des commerçants de la région. Donc on a fait que grandir et on a commencé à répondre aux appels d'offres publics, donc là cette fois-ci sur le territoire national, et adresser des clients comme la CNIL, la région des Pays de la Loire, Compagnie des Transports Strasbourgeois, Là, ça se fait des gros clients, ça. les gros Comment- clients, et l'ONF aussi, Et par comment exemple. on y arrive quand on est au départ une petite boîte au Mans? Comment on arrive à s'imposer justement dans des carnets de commandes publics? Avec une belle équipe et un bel investissement collectif. Mais Je plus vous prie. précisément, parce que ça, j'ai l'impression que tout le monde me le dit, vous savez. Mais plus précisément, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on vient vous chercher vous plutôt qu'un autre? On a deux facteurs différenciants. Le premier, ça va être l'éco-responsabilité. Dès 2010, on a mis en place un centre de données sans climatisation, donc on était vraiment précurseur, Ok. avec un PUE de 1 à 13. Qu'est-ce que c'est ça, un PUE? Le PUE, en fait, c'est la consommation qui va être nécessaire pour maintenir en condition opérationnelle les serveurs dans un centre de données. Ok. Voilà, c'est un ratio. Plus ce ratio se rapproche de 1, plus effectivement on est efficace. Ce qu'il faut savoir, dans les années 2010, on était plutôt à 2 ou à 3. Ok. Aujourd'hui, bien évidemment, l'émergence de l'éco-responsabilité, même s'il est relégué au second plan, comme on le disait, pour la souveraineté, veut des PUE beaucoup plus bas. Mais nous, depuis 2010, on était le premier data center de France avec ce PUE. Donc c'est inscrit, non pas dans une opportunité, mais dans une conviction collective. D'accord. Voilà. Ouais, c'est important ça. Et le deuxième facteur différenciant, c'est l'open source, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels libres et de ne pas reverser des licences à des géants de la tech américaine, par exemple. Et donc ça résonne auprès de certains clients. Ce sont des arguments qui comptent. Ça résonne de plus en plus. Aujourd'hui, on voit les économies. On l'a vu dernièrement, par exemple, avec le logiciel VMware d'hyperviseur, qui a été racheté par Broadcom. C'est un véritable ultimatum qui a été donné aujourd'hui aux entreprises françaises, Ah oui. avec des hausses de prix Ouais. de plus de 30%. Ouais. Or qu'il y avait vraiment déjà des alternatives, parce que l'hébergement en open source et les hyperviseurs open source sont déjà disponibles depuis les années 2000. Vous lancez une plateforme IA souveraine. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? iasouveraine.fr. Alors, IA Souveraine, c'est quoi? C'est un portail, une offre de service en mode SaaS, où vous allez pouvoir organiser l'entreprise et ses services autour de plus de 80 modèles de langage. En mode hybride, ça veut dire quoi? Vous allez accéder à des modèles propriétaires comme ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Mais aussi et surtout à des modèles open source, libres de droit, qui vont être 100% utilisés et hébergés dans nos data centers justement éco-conçus. Donc tout n'est pas souverain quand même là sur la plateforme. On laisse l'opportunité parce qu'on peut avoir effectivement des usagers ou des services d'une entreprise qui ont besoin de modèles de langage propriétaires, on n'a pas les brider, mais d'un autre côté, vous allez pouvoir créer des unités d'organisation avec des utilisateurs qui n'auront que des droits restreints sur des modèles open source, pour des données par exemple patrimoniales, à valeur probante ou R&D. Et alors vous pourriez servir par exemple Sator à monter son offre de masterclass avec une IA souveraine. On est très fiers en tout cas d'entendre des innovations, on en parlait juste avant, assurément. Et on a, si besoin, toute la puissance de calcul nécessaire, parce que ce sont nos propres infrastructures, du data center à nos lignes, à nos réseaux et à nos infrastructures sécurité jusqu'aux applications qu'on héberge. C'est la même équipe, 100% souveraine. Moi, je suis très sensible à ça. Puis en plus, Ouais. j'entends beaucoup de politiques gesticuler parce qu'on a besoin de cloud souverain, d'IA souveraine, etc. Je suis content de voir qu'il y en a qui font sur le terrain parce que Ouais. Merci. Mais c'est Ailleurs, vrai c'est qu'on les politique, connaît pas assez et voilà, on est content si on Mhm. peut participer à mettre en avant. Nicolas Turpot, vous êtes, je disais, fondateur de Soned, donc vous développez un nouveau standard des objets connectés pour la compréhension des sons avec des applications dans la téléassistance. Vous avez fait une thèse à l'INRIA sur l'analyse des sons ambiants. Aujourd'hui, la détection sonore dans un environnement réel, c'est vraiment votre domaine de spécialité, votre expertise. Votre actualité, c'est le lancement commercial en Europe. Ça.
en 2026 d'un premier cas d'usage, donc de téléassistance, assistance à la personne, avec cette technologie. Expliquez-nous ce que ça veut dire d'utiliser le son dans un objet connecté et en quoi c'est compliqué cette détection sonore. Il y a pas mal de choses, donc déjà là-dedans, merci beaucoup pour l'invitation. La détection sonore, je vais la mettre en concurrence avec d'autres choses, c'est-à-dire que vous avez beaucoup maintenant l'habitude de détecter la parole. Vous allez parler à votre téléphone, il va transcrire. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Ça pourrait faire partie du son, mais nous, on laisse complètement la parole de côté. On ne reconnaît pas la parole. Vous connaissez sûrement quelques applications, je ne vais pas forcément citer les noms, pour reconnaître une musique directement sur votre téléphone. Donc ça, c'est un autre champ d'application. Et après, vous avez tous les autres sons de la vie quotidienne. Qui va être, voilà, celui-là. Je frappe sur la table. C'est ça, la sonnette de porte, le bébé qui pleure, une voiture qui passe, un avion, des oiseaux qui chantent. Vraiment, tout et n'importe quoi, votre voiture. Et donc, nous, le but, c'est comment on fait pour comprendre ces sons-là et en faire des vraies applications derrière, puisque, bon, comprendre les sons, c'est une chose, mais en fait, ça sert à quoi derrière? Alors, la partie comprendre les sons, ça veut dire entraîner des intelligences artificielles sur un volume exceptionnel de sons. C'est ça? Non, Donc, ça collecter fait... plein de sons et apprendre aux IA à reconnaître tous ces sons? Sur le papier, oui. Donc en fait, sur le papier, oui, un géant comme Google va faire ça et il va y avoir un modèle open source qui va reconnaître 200 sons de façon pas forcément très fiable et même souvent pas très fiable sur des cas d'usage concrets. Nous, notre approche et mon expertise de thèse, c'était de montrer qu'avec quelques centaines de sons, donc si par exemple vous voulez qu'on reconnaisse des douches, vous me donnez 100 douches différentes chez 100 personnes différentes, et ben après on va être capable de reconnaître toutes les douches. Toutes les douches. Et donc, grâce à ça, on va permettre de dire, cette IA qu'on a entraînée, on est très malin dans la façon de poser le problème. Et grâce à ça, on a des IA qui sont petites, qu'on est capable de compresser, qu'on est capable d'embarquer dans les objets connectés. Donc, en fait, on se focalise, nous, sur les cas d'usage. Donc, on prend des cas d'usage. On va dire, il faut détecter 3 types de sons. On va détecter ces 3 types de sons pour un autre cas d'usage. Pas besoin. Donc, je vais en citer 2. Par exemple, la téléassistance, ça va être détecter quelqu'un qui appelle à l'aide, quelqu'un qui gémit de douleur, un cri de panique, une chute. Donc là, nous, comme je dis, on ne détecte pas la parole, c'est l'intonation dans la voix. Et l'autre qui va être Et la chute, ça peut être plein de sons très différents? Ça peut être plein de sons très différents. Ça va être un bruit percussif, par exemple, assez lourd. On le fait dans le cadre des EHPAD. À domicile, on ne le fait pas encore, puisque ça va permettre de couvrir une trop faible distance. Donc, on se focalise d'abord sur, toujours pareil, comment on fait pour résoudre 95% du problème. Une personne qui est au sol, il faut l'aider, elle va être capable d'appeler à l'aide. Et un autre cas d'usage qui n'a rien à voir, ça serait, par exemple, pour des machines industrielles, faire de la qualité, par exemple, un bruit suspect, dire « Ah, cette... » Pour de la maintenance sur pour les de la machines? maintenance sur les machines, maintenance prédictive. Le cas grand public, c'est votre voiture, elle a un bruit de roulement, vous l'entendez. Et en fait, on pourrait très bien avoir une IA qui détecte ce bruit de roulement pour vous dire il serait temps d'aller chez le mécano. Ça peut servir dans la sécurité, j'imagine aussi, en cas d'intrusion, je sais pas, non? Ça peut servir dans la sécurité, ça peut servir dans la défense. C'est justement les cas d'usage là, qui vont venir normalement d'ici 2026. Et ça peut s'implémenter dans n'importe quel objet connecté, cette technologie? À partir du moment où il y a un microphone, oui. Et ça peut se mettre dans n'importe quel type d'objet connecté. Et ça, c'est une grosse Et ça ne demande pas partie, d'aller appeler des grands volumes de données dans le cloud ou... C'est là où toute notre grosse différence, c'est tout est sur l'objet, rien sur le cloud. Donc, tout tourne directement dans votre... Si on prend votre téléphone, par exemple, votre téléphone pourrait être en mode avion, que ça comprend les sons. Après, on a besoin d'une connectivité pour envoyer l'alerte, dans le cas de la téléassistance. Mais ça, cette alerte, elle peut être envoyée... Vous, pour bien comprendre, Sonnet, vous fournissez l'algorithme, c'est ça. Nous, on fournit l'algorithme. Et après, on le charge en fait au fabricant de l'objet de l'intégrer. Ouais, nous, on fournit le logiciel. Trouver le service derrière. C'est ça, nous, on fournit le logiciel et on fait une librairie, on appelle ça, on le package, pour qu'il puisse le mettre très facilement et qu'il puisse être lié avec ses cas d'usage. Donc, s'il veut appeler un numéro de téléphone en cas d'alerte, s'il veut déclencher un autre device, parce que, par exemple, pour la maintenance prédictive, tout ça, on va l'aider. Enfin, ça fait partie du package. Mais nous, ce qu'on vend, c'est l'algorithme. Et donc, première application concrète, on va voir ça au CES de Las Vegas. C'est exactement ça, on va voir ça au CES Pas mal de Las comme Vegas. lancement. Vous avez des questions là-dessus? C'est étonnant. Ouais, non, je trouve ça très cool que Bientôt, les Frenchies une y vont. masterclass sur la détection du son. Mais tout à l'heure, on parlait avant l'émission du cas d'usage des drones que j'ai trouvé hyper intéressant. Peut-être tu peux nous en dire un petit mot parce que ça.
Bah oui, par exemple, ça, c'est un des cas d'usage. pour surveiller des sites? C'est ça. En fait, aujourd'hui, les drones sont très furtifs, donc très difficile avec du visuel ou avec des capteurs radar de les détecter. Et donc, sur le terrain, beaucoup de gens entendent des drones arriver. Donc, on pourrait faire la même chose avec la détection sonore. Donc, ça, c'est un des multiples cas d'usage. Et c'est aussi pour ça que nous, on vend l'algorithme. Parce Oui. que notre but, c'est de faire pas mal de cas d'usage et de vraiment utiliser notre expertise. Et quand on est une start-up, je peux dire une start-up? Oui, c'est complètement une start-up. Quand on est une start-up, la difficulté, c'est effectivement, j'imagine, de pas trop s'éparpiller, de bien choisir ses marchés. Je sais pas, une start-up française comme Faire ça, qui a attention à la une super techno. diversification, effectivement, oui. Ouais. Ouais. Quand on Bien a choisir une- ses chemins et ses voies de bataille aussi également. C'est ça. Et peut-être pas dire oui à tout, je sais pas. Bah, c'est ce qu'on échangeait et je pense que tu en as bien conscience en tout cas. Oui, ça, c'est-à-dire les uns après les autres. C'est pour ça qu'on fait d'abord la téléassistance. Et nous, c'est très clair. On peut faire la même brique pour le travailleur isolé. Appel à l'aide, gémissement de douleur, cri de panique. Et dans les entreprises, il y a des travailleurs isolés, des agents de sécurité peuvent avoir la même brique. Donc ça, c'était bien parce qu'elle était assez duplicable. Et après, il y a d'autres types de sons. Vous voyez, on a cité d'autres cas d'usage. Ouais. C'est une stratégie d'aller là-dessus. Donc, on va Après, justement c'est, lever des quel fonds pour marché faire y ça. a-t-il, Voilà, c'est ça. voilà. Donc, on va passer par une levée de fonds justement pour aussi, on est en train de mettre en place cette stratégie de comment on arrive à ces différents cas d'usage. Eh ben, super de découvrir vos projets à tous les trois. C'était vraiment très intéressant. Merci encore Pierre Gilbert, donc cofondateur de Sator, d'avoir été avec nous dans les interviews de l'IA. Régis Josso, président du groupe DRI. Merci aussi. Merci. Et Nicolas Turpot, fondateur de Soned. Merci Merci. encore. Vous restez avec nous. On va parler d'égalité des chances dans la tech.